mais moins 40 dans toute la partie continentale, la température descend. Et la lumière disparaît. Cette disparition de la lumière, ça provoque par exemple la disparition des conifères. Je ne parle pas des hommes, tout le monde dégage. Les végétaux, c'est pareil. Voilà, on parlait apocalypse, c'est l'apocalypse correspondant à un géocroiseur qui frappe le sol. Si l'objet est très gros, il n'y a pratiquement aucune possibilité d'échapper à la catastrophe. Si un jour il y avait un processus cataclysmique qui soit en route, tout d'un coup les gouvernements détectent un machin en approche et on sait que dans 3 mois on va le prendre dans le nez, est-ce qu'ils nous le diraient? La réponse est non. La technologie et la science n'identifieraient la menace que quelques mois seulement avant la collision. Aujourd'hui, moi, avec tout ce que je viens de vous dire, je vous donne 3 ans d'avance. Tâchez d'en profiter. Les prophéties évoquent un astéroïde, une pluie de comètes. Et pourquoi pas une planète pendant qu'on y est? Non? Eh bien si. Si l'on en croit les Sumériens. Alors qui sont les Sumériens? Regardez. La documentation nous montre qu'ils sont présents dans le sud de l'Irak à partir de l'invention de l'écriture, c'est-à-dire 3400 avant notre ère. La civilisation sumérienne nous apparaît brutalement en tant que telle parce qu'ils ont écrit, ils ont inventé l'écriture et ils ont écrit leur langue. On a découvert ces textes, on ne les comprenait pas, on ne savait pas les lire. L'écriture qu'on dit cunéiforme, qui est écrit sur les tablettes d'argile, sont des signes très compliqués. On commence à les comprendre depuis une petite dizaine d'années. Dès lors, massivement, la civilisation sumérienne nous apparaît. Cette langue est un des grands véhicules de culture de toute l'humanité. Et que disent-ils, ces Sumériens? Ou plutôt, qu'ont-ils écrit sur 2012? Sur une de leurs tablettes d'argile, ils évoquent la naissance de la planète Terre et sa relation pour le moins chaotique avec un astre qu'ils appellent Nibiru. L'histoire de cette planète commence, comme cela est écrit sur la 7e tablette sumérienne, au moment de la création de l'univers, il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était bien plus jeune et que notre planète n'existait pas encore. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite, entre Mars et Vénus, et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux, et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. L'année 2012 marque le retour de cette planète Nibiru, après un cycle de 3600 ans. Alors, crédible cette histoire de planète qui doit revenir en 2012? Mais si elle existe vraiment, pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi personne ne nous dit rien? Tout ce que je peux vous dire, il n'y a aucun astronome qui me contredira, c'est que nous connaissons très mal le système solaire. Le système solaire, c'est toute une mécanique qui tourne, avec des planètes qui tournent, mais il y a des choses bizarres. Nibiru, c'est un nom qui a été donné pour effectivement une planète qui existerait dans le système solaire au-delà de ce qu'on connaît actuellement. Les gens se sont dit, mais pourquoi le système solaire s'arrêterait à Neptune et Pluton? Pourquoi n'y aurait-il pas
des corps encore qui pourraient exister après. En étudiant l'orbite d'Uranus, on s'est aperçu que cette orbite ne suivait pas les lois naturelles que l'on connaissait. Et donc comme ça, on a pu prédire la présence d'une 8e planète qui était Neptune. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement encore des perturbations et on a découvert comme ça une 9e planète, Pluton, qui est en fait une toute petite planète et elle ne pourrait pas expliquer les perturbations qu'on calculait à l'époque sur ces grosses planètes. Donc on s'est dit qu'il devait y avoir une 10e planète. Ce que nous avons fait dès 1978, c'est d'avancer la théorie selon laquelle une autre planète existerait. Et cette planète aurait une masse 3 à 5 fois supérieure à celle de la Terre. 5 fois plus grosse que la Terre. Imaginez. Et tout se vérifie avec les données de la NASA. Si cette planète repasse en 2012 et qu'elle met 3600 ans à faire le tour du Soleil, elle serait donc passée la dernière fois vers 1500 avant Jésus-Christ. Soit au moment où Velikovsky situe l'un des derniers cataclysmes majeurs sur Terre. D'après les études, Nibiru ne viendra pas s'écraser sur nous. Mais en nous frôlant, elle aura la même influence que la Lune sur la Terre, mais à une bien plus grande échelle. Et les marées deviendront des tsunamis. Plus que 3 ans. 3 ans avant cette rencontre apocalyptique. Un délai de 3 ans. Ça me rappelle un truc. Un truc que j'ai lu. Ah oui, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Au chapitre 11 et 12 du livre de Daniel, il est écrit qu'avant la date de l'Apocalypse, une période de 1335 jours, soit un peu plus de 3 ans, débuterait par des plaies et des malheurs, parmi lesquels des épidémies. Il serait le signe annonciateur, les prémices de l'Apocalypse. Si je prends le 21 décembre 2012, et que j'enlève 1335 jours. Cela nous donne la date du 25 mars 2009. Et que s'est-il passé le 25 mars 2009? Ça ne vous dit rien? Apparition de la grippe A. Ce qui fait l'épidémie, c'est le fait que le microbe est véhiculé de différentes façons, et l'homme est dans l'immense majorité des cas responsable de cette diffusion. S'il y avait une pandémie de grippe, et si on voulait empêcher toute communication, ce serait une telle catastrophe économique, il y aurait tellement de difficultés que je ne sais pas comment on y parviendrait. Ça me paraît quasiment inatteignable comme objectif. Le virus de la grippe, c'est comme une coquette. Il change de manteau tous les hivers. C'est-à-dire qu'il est en permanence en train de muter. Et le danger pour la grippe porcine, c'est qu'il rencontre l'hiver prochain un virus saisonnier. Ça peut donner naissance à un virus, entre guillemets, nouveau, qui pourrait être plus pathogène, qui pourrait plus facilement se transmettre entre les individus et pourrait compliquer la situation. Si nous devions vacciner toute l'humanité, 6 milliards d'individus, même s'il suffisait d'une dose de vaccin par vacciné, 6 milliards de doses, c'est un travail